Notre maison était un endroit tranquille. C'était le genre de calme que les invités prenaient pour de la paix. La lumière du soleil traversait la grande baie vitrée du salon, illuminant les particules de poussière dansant dans l'air immobile. L'ancienne horloge grand-père dans le couloir faisait tic-tac avec un rythme régulier et rassurant, un battement de cœur pour notre foyer. La collection d'oiseaux en porcelaine de ma mère était posée sur la cheminée, chacun délicat et parfait. Leurs yeux peints semblant nous surveiller. Je me souviens de l'odeur de la cire au citron et des vieux livres, un parfum que j'associais à la sécurité, au doux bourdonnement d'une vie sans trouble. C'était un monde soigneusement construit, une belle façade bâtie pour cacher les choses qui rongeaient dans l'obscurité. J'ai passé mon enfance dans cette maison. J'ai appris à marcher sur ces parquets cirés. J'ai lu mes premiers mots dans la douce lueur de la lampe du salon. Ma mère était souvent dans la cuisine, fredonnant une douce mélodie pendant qu'elle cuisinait. L'odeur de ses tartes aux pommes remplissait chaque recoin, une couverture douce et réconfortante. Dans ces moments-là, tout semblait parfait. Mon père rentrait du travail, l'embrassait sur la joue et me demandait comment s'était passée ma journée à l'école. Nous dînions ensemble, le cliquetis de nos fourchettes contre les assiettes étant le seul son rompant le silence. C'était une image de bonheur domestique, une scène de film, trop parfaite pour être entièrement réelle. Mais même dans les eaux les plus calmes, il y a des courants sous-jacents que l'on ne peut pas voir. Le silence dans notre maison n'était pas toujours paisible. Parfois, il était lourd, suffocant. C'était le silence qui suivait une porte claquée. Le silence qui planait après une dispute vive et chuchotée dans la pièce d'à côté. C'était un silence rempli de mots, de peur et de tension. J'ai appris à lire le silence, à comprendre ses différentes textures. Il y avait le silence facile d'un dimanche après-midi, et puis il y avait le silence cassant d'un mardi soir. Un silence qui pouvait se briser à tout moment, comme de la glace fine sur un lac profond et sombre. Je suis devenu un expert dans l'art de naviguer ces paysages changeants de calme. Je savais quand me faire petit, me retirer dans ma chambre avec un livre et disparaître. Je savais quand offrir une tasse de thé à ma mère, un petit geste de solidarité qu'elle reconnaissait par un sourire fugace et reconnaissant. Nous étions alliés dans cette guerre tacite, deux soldats tenant une ligne fragile contre un ennemi invisible. La maison était notre forteresse, mais c'était aussi notre prison. Les murs qui étaient censés nous protéger nous tenaient également captifs, nous piégeant avec les secrets qu'ils gardaient et les murmures qu'ils absorbaient dans leur plâtre même. La façade paisible commença à s'effriter lentement, puis d'un seul coup. Cela commença par de petites choses, de minuscules fissures dans la surface lisse de notre vie de famille. Une assiette tombée pendant le dîner, le bruit de la céramique brisée faisant écho à la tension soudaine dans la pièce. La main de mon père serrée en un poing sur la table. L'excuse rapide et nerveuse de ma mère, comme si l'accident était de sa faute. Je les regardais, ma nourriture refroidissant dans mon assiette, un nœud d'anxiété se serrant dans mon estomac. L'air devenait épais, chargé d'une énergie que je ne comprenais pas, mais que je craignais profondément. Ces moments étaient comme des tremblements avant un tremblement de terre, des avertissements de la dévastation à venir. Ces humeurs devinrent imprévisibles, une tempête volatile par temps clair. Un instant, il était le père charmant, celui qui m'aidait avec mes devoirs et racontait des blagues à table. L'instant d'après, son visage s'assombrissait, sa voix se transformait en un grognement bas et menaçant. La moindre chose pouvait le déclencher, un jeu de clés égaré. Un repas qui n'était pas à son goût, une question qu'il jugeait impertinente. Nous avons appris à marcher sur des œufs autour de lui, surveillant constamment son expression, son ton, la façon même dont il se tenait. Notre maison n'était plus un sanctuaire. Elle était devenue un champ de mines et nous en étions les habitants terrifiés. Je me souviens d'une soirée très clairement. Ma mère avait acheté de nouveaux rideaux pour la cuisine. Ils étaient jaunes, joyeux, avec de petites tournesols. Elle était si fière, son visage illuminé alors qu'elle les lui montrait. Il les fixa, son expression illisible. Puis, il prononça son nom, juste son nom, d'une voix étrangement calme. « Pourquoi as-tu acheté ça ?» demanda-t-il. « C'est affreux !» Il en arracha un de la tringle, le bruit du tissu qui se déchirait comme un cri dans la cuisine silencieuse. Ma mère resta là, son sourire disparut, ses mains jointes devant elle. Elle ne pleura pas. Elle regarda juste le rideau ruiné sur le sol, son visage un masque de résignation fatiguée. Cette nuit-là, je les entendis se disputer. Leurs voix étaient étouffées à travers le mur de ma chambre, mais la colère était claire. J'entendis sa voix monter, aiguë et cruelle, et j'entendis la voix de ma mère,
suppliante et petite. Puis il y eut un bruit sourd, un son qui me fit arrêter le cœur. Il fut suivi d'un silence plus terrifiant que les cris. Je tirai ma couverture sur ma tête, mon corps tremblant. Je voulais courir vers elle, la protéger, mais j'étais figé par la peur. Les oiseaux de porcelaine sur la cheminée semblaient observer. Leur sourire parfait et peint se moquant de la laideur qui se déroulait dans la maison des murmures. Les fissures n'étaient en plus petites, c'étaient des blessures béantes. Le silence devint notre plus lourd fardeau. C'était un pacte que nous avions conclu sans jamais prononcer les mots. Nous ne parlerions pas des ecchymoses qui apparaissèrent parfois sur les bras de ma mère, qu'elle couvrait de manches longues, même en été. Nous ne parlerions pas des nuits qu'il passait à dormir sur le canapé, l'air de la maison épais d'une rage froide et inexprimée. Nous ne parlerions pas de la peur qui vivait avec nous, un invité constant et indésirable à notre table. Ce silence était une forme de survie, une façon de faire semblant que tout était normal, que nous étions une famille normale. Mais c'était un mensonge, et son poids m'écrasait, m'étouffant lentement. Ma mère et moi avons développé notre propre langage secret, un langage de regards, de petits touchés, de choses non dites. Un regard à travers la pièce pouvait transmettre un avertissement. Il est de mauvaise humeur aujourd'hui. Fais attention. Une douce pression sur ma main était une assurance. Je vais bien, nous allons bien. Nous étions des co-conspirateurs dans notre propre survie, liés par un secret partagé et une peur partagée. Mais ce lien était aussi une cage. Nous étions piégés ensemble dans ce cycle de violence et de silence, incapables de trouver une issue. Je ressentais un amour féroce et désespéré pour elle, et une colère tout aussi désespérée qu'elle ne veuille pas, ou ne puisse pas, partir. Le dilemme commença à grandir en moi, une mauvaise herbe toxique s'enroulant autour de mon cœur. J'étais piégé entre deux loyautés impossibles. C'était mon père, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait lu des histoires avant de dormir avec des voix amusantes. Je me souvenais des bons moments, des rires, des moments fugaces de chaleur. Une partie de moi aimait encore cet homme, ou du moins, le souvenir de lui. Le trahir, c'était trahir une partie de moi-même, c'était déchirer ma propre famille. La culpabilité était une chose physique, une pierre dans mon estomac qui rendait difficile de respirer, de manger, de penser. Mais il y avait aussi ma mère. Je voyais la lumière s'éteindre dans ses yeux jour après jour. Je voyais son esprit vibrant se rétrécir, se replier sur lui-même pour éviter de prendre trop de place. Elle disparaissait sous mes yeux, consumée par la peur et la tristesse. Je savais que si je ne faisais rien, le silence finirait par la tuer, ou du moins la partie d'elle qui était encore vivante. Le choix était un tourment. Trahir mon père ou regarder ma mère s'éteindre. C'était une décision qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à prendre, un poids qu'aucune jeune épaule n'est bâtie pour porter. Le silence n'était plus un bouclier, c'était une arme pointée sur nous deux. Le point de rupture arriva un jeudi. Il pleuvait, une pluie fine et grise qui correspondait à l'ambiance de notre maison. Mon père avait perdu un client important au travail. Il rentra tôt, la porte d'entrée claquant, avec une force qui fit trembler les oiseaux de porcelaine sur la cheminée. J'étais dans ma chambre, essayant de faire mes devoirs, mais le bruit me traversa d'une pure terreur. Je connaissais ce temps. Je connaissais cette tempête. Je retins mon souffle, écoutant. La maison fut silencieuse un instant, le genre de silence terrifiant qui précède une détonation. Puis, les cris commencèrent. C'était pire que d'habitude. Sa voix était un rugissement, un son rauque et guttural de pure rage. Ce n'étaient pas seulement des mots, c'était du venin. J'entendis des choses s'écraser, le bruit de verre brisé. Ma mère pleurait, non pas ses sanglots silencieux habituels, mais des supplications fortes et désespérées. « S'il te plaît, arrête, s'il te plaît !» Sa voix était fine et effilochée, comme un fil sur le point de se rompre. Je me glissais jusqu'à ma porte, pressant mon oreille contre le bois froid. J'entendais chaque mot, chaque impact. Il détruisait le salon, et il la détruisait. À ce moment-là, le débat interne, la lutte avec la culpabilité et la loyauté, tout disparut. Il ne restait qu'une certitude froide et claire. Cela doit cesser, maintenant. L'image de ma mère, recroquevillée et brisée, brûla la dernière once d'hésitation. L'amour pour mon père, le souvenir de l'homme bon qu'il avait été, tout se dissipa dans l'acide de sa rage. Il n'était plus mon père. Il était un monstre portant le visage de mon père. Et je ne pouvais pas, je ne voulais pas laisser ce monstre dévorer ma mère.
Le choix n'était plus un choix, c'était une nécessité. C'était la seule chose à faire. Ma peur était toujours là, un nœud froid dans mon ventre, mais elle était maintenant éclipsée par un sentiment différent. Une détermination d'acier, désespérée. Je reculais de la porte, mes mouvements lents et délibérés. Je me sentais étrangement calme, comme si je me regardais de loin. La tempête n'était plus en moi. Elle faisait rage dans la pièce en bas. En moi, il n'y avait qu'un but tranquille et résolu. Je me dirigeais vers mon bureau, où mon téléphone portable chargeait. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était clair. Je connaissais le numéro. J'avais répété la composition dans ma tête 100 fois. Un rituel secret d'un enfant désespéré. Aujourd'hui n'était pas une répétition. Aujourd'hui, le rideau se levait sur le dernier acte de la tragédie de notre famille. Je pris le téléphone. Mon pouce plana sur l'écran du téléphone, les chiffres brillant dans la faible lumière de ma chambre. 1, 7. Le numéro d'urgence en France. Cela semblait si simple, si anodin. Juste 3 chiffres. Mais je savais qu'appuyer dessus serait comme appuyer sur un détonateur. Cela déclencherait une explosion qui anéantirait le monde que j'avais toujours connu. Mon cœur était un tambour frénétique contre mes côtes. Chaque battement, un compte à rebours jusqu'au point de non-retour. Les cris d'en bas continuaient, une bande-son brutale pour ce moment crucial. J'entendais la voix de ma mère, plus faible maintenant, et une terrible peur me saisit. Et si j'étais trop tard? Je pris une grande inspiration tremblante et j'appuyai sur le bouton d'appel vert. Le son de la tonalité remplit mon oreille, un pouls électronique régulier qui sembla s'étirer à l'infini. C'était le son du destin, le son d'une ligne franchie. En ces quelques secondes de sonnerie, une vie de souvenirs défila devant mes yeux. Mon père m'apprenant à nager, ma mère embrassant un genou écorché. Des vacances en famille au bord de la mer. Des rires. Tout cela ressemblait à un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Une vie qui était sur le point de se terminer. La culpabilité resurgit, une vague amère. Traître, tu détruis ta propre famille. Je fermai les yeux, luttant contre cela. Puis, une voix calme et professionnelle répondit à l'autre bout. Police, secours, j'écoute. La voix était une bouée de sauvetage dans le chaos. Ma propre voix, quand je la trouvai enfin, était celle d'un étranger. Un murmure étouffé, tremblant. Mon père, il fait du mal à ma mère. Je leur donnai notre adresse, les mots se bousculant, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone à mon oreille. L'opératrice me demanda de rester en ligne, de rester dans ma chambre et de verrouiller la porte. Sa voix était calme et rassurante, mais elle ne pouvait pas calmer la tempête de terreur, de soulagement et de culpabilité qui me déchirait. Après avoir raccroché, je glissai sur le sol, le dos contre la porte, le téléphone serré dans ma main comme un talisman. Je l'avais fait. L'acte irréversible était accompli. Le silence d'en bas devint soudain assourdissant. M'avait-il entendu? Que se passerait-il maintenant? Chaque craquement des planchers, chaque rafale de vent dehors ressemblait à des pas s'approchant de ma porte. Je ressentis un profond sentiment de perte, un chagrin pour la famille qui était, même la version brisée et douloureuse. Elle était partie maintenant. Je l'avais tuée pour sauver ce qui restait. À ce moment-là, je n'étais plus un enfant. J'étais juste un garçon qui avait échangé son père contre la sécurité de sa mère. Dans les jours et les semaines qui suivirent, notre maison n'était plus un foyer. C'était un musée d'une vie passée. Le silence revint, mais il était différent. Ce n'était pas le silence tendu de la peur, mais le silence creux de l'absence, de la perte. Le fauteuil de mon père restait vide dans le salon. Sa tasse de café n'était plus sur le comptoir de la cuisine. Sa présence, qui avait été si accablante et oppressive, était maintenant un vide béant. Les échos de sa colère avaient disparu, mais aussi les échos de ses rires. La maison semblait plus grande, plus froide, hantée par le fantôme de la famille que nous étions, ou prétendions être. Ma mère et moi nous déplacions dans ce nouvel espace comme des étrangers. Le secret, qui nous avait autrefois liés, était maintenant un mur invisible entre nous. Elle me regardait avec une expression que je ne pouvais déchiffrer, un mélange d'amour, de gratitude et d'une profonde tristesse. Nous ne pouvions pas parler de ce qui s'était passé. Les mots étaient trop lourds, trop tranchants. Comment pouvait-elle me remercier d'avoir détruit notre famille? Comment pouvais-je m'excuser de lui avoir sauvé la vie? Alors nous parlions de choses triviales, le temps, les courses, ce qu'il y avait à la télévision.
Nos conversations étaient des ponts fragiles, traversant un abîme de douleur et de chagrin inexprimés. Je ne m'étais jamais senti aussi seul. Le monde derrière notre porte d'entrée avait changé aussi. La nouvelle se répandit dans notre petite ville en murmures. Je voyais le jugement dans les yeux de nos voisins, la pitié sur les visages de mes professeurs. J'étais le garçon qui avait fait arrêter son propre père. Un paria, un traître. Des amis que je connaissais depuis toujours trouvèrent soudain des excuses pour m'éviter. La honte était un lourd manteau que je ne pouvais pas enlever. J'avais agi par amour pour ma mère, mais aux yeux du monde, j'avais commis un péché impardonnable contre la sainte institution de la famille. Je me sentais comme si je me noyais dans les conséquences de mon choix. Parfois, la nuit, je restais éveillé et me demandais si j'avais commis une erreur. La culpabilité était une marée incessante, me tirant vers le fond. Mon père me manquait, non pas le monstre qu'il était devenu, mais le père qu'il était autrefois, celui qui existait dans mes souvenirs. Je pleurais la perte de mon enfance, la perte de l'illusion d'une famille heureuse. J'avais brisé les oiseaux de porcelaine sur la cheminée, et les morceaux étaient trop petits pour être jamais remis ensemble. La maison était silencieuse, mais c'était le silence d'un cimetière, rempli des échos de ce que nous avions perdu. Lentement, imperceptiblement, comme les premiers signes du printemps, après un hiver long et brutal, les choses commencèrent à changer. Cela commença par ma mère. Un matin, je suis entré dans la cuisine et je l'ai trouvée en train de fredonner. C'était une mélodie que je ne l'avais pas entendue fredonner depuis des années. C'était une petite chose, une note de vie fragile dans la maison silencieuse, mais c'était un début. Quelques jours plus tard, elle a décroché les rideaux abîmés et les a remplacés par de nouveaux. Des rideaux lumineux et colorés qu'elle avait choisis elle-même. Elle a recommencé à passer du temps dans le jardin, les mains dans la terre, redonnant vie aux fleurs. Je l'observais depuis la fenêtre, et je vis une étincelle de la femme qu'elle était autrefois. La lumière revenait lentement dans ses yeux. La peur constante qui lui voûtait les épaules commença à reculer. Elle recommença à rire, d'abord par petites bouffées hésitantes, puis par des éclats de rire plus longs et plus libres, qui remplissaient les espaces vides de notre maison. Nos conversations commencèrent à s'approfondir. Nous ne parlions toujours pas de cette nuit-là, mais nous commencions à parler de l'avenir. Nous parlions de son travail à temps partiel, de la possibilité de déménager dans un appartement plus petit, un endroit sans souvenir, un endroit où nous pourrions recommencer. Il y avait un sentiment de possibilité dans l'air, quelque chose qui avait été absent depuis très longtemps. Ma propre guérison fut plus lente, plus compliquée. La culpabilité et la solitude étaient toujours mes compagnons constants, mais leur emprise s'était relâchée. J'ai consulté un thérapeute à l'école, et pour la première fois, j'ai pu raconter la vérité de mon expérience sans peur, ni honte. Dire les mots à voix haute, donner voix aux secrets que j'avais portés si longtemps, c'était comme percer une plaie. C'était douloureux, mais c'était nécessaire pour que le poison s'écoule. J'ai commencé à comprendre que je n'étais pas un traître. J'étais un survivant, et j'avais aidé ma mère à survivre aussi. L'espoir était fracturé, cicatrisé, mais c'était de l'espoir quand même. Notre vie n'est pas parfaite. C'est une mosaïque de morceaux brisés que nous essayons lentement d'assembler pour former quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort. La tristesse est toujours là, une ombre qui ne disparaîtra probablement jamais complètement. Mais ce n'est plus la seule chose que nous ressentons. Il y a aussi le soulagement, il y a la paix, et il y a l'espoir tranquille et résilient d'un avenir meilleur, d'une vie sans peur. J'ai fait un choix impossible, et je porterai le poids de celui-ci pour toujours. Mais quand je vois ma mère sourire, un sourire réel et sincère qui atteint ses yeux, je sais que j'ai fait le bon choix. Qu'auriez-vous fait à ma place ?